Je suis devenu millionnaire avec rien. Moi, je trouve ça magique. Comme j'avais pas de moyens, petite chambre, petite surface, le moins cher possible, je me suis aperçu que l'immobilier, il doublait pratiquement tous les 10 ans. Et si vous faites le ratio, la bourse, elle va pas vous rapporter ça. On vous jalouse et on vous regarde, on serait bien content si vous trébuchez. Jalousie, c'est un immense problème en France. Oui, le mieux, c'est de pas en parler. En tout cas, merci de nous accueillir à la porte de chez toi, parce que plein de personnes pourraient se dire pourquoi ouvrir à deux petits jeunes comme ça. Et on fait aussi cette vidéo parce qu'on a fait un épisode ensemble qui va sortir très bientôt, je pense, plus sur juillet. Mais cette vidéo sortira en amont de l'épisode Homeboys pour justement un peu le teaser. Et tu as donné énormément de valeur pendant tout cet épisode. Et là, quand on voit ça, ça donne encore plus de motivation. Et surtout après les 2 heures avec Gilles, quand on est sorti, on était tellement chaud et motivé, on avait tellement envie de se bouger. Que vous avez eu envie d'acheter plein d'immobilier. Moi, j'ai eu du mal à m'endormir. En plus, il y avait le match PSG contre Arsenal. J'avais limite pas envie d'aller le regarder. J'étais sur mes tableaux Excel à regarder, ok, alors il va peut-être falloir que je revende, parce que pendant longtemps, moi, j'avais pas forcément envie de revendre mon immobilier. Et le fait d'avoir échangé avec toi, je me suis dit, peut-être qu'en effet, ça peut être intéressant de revendre pour en effet se désendetter. Déjà enlever un peu la corde au cou et pouvoir réinvestir 2 voire 3 fois plus par la suite. Toi, tu conseilles quoi par rapport à ça, par exemple? Ça, je le conseille fortement. Un pas en arrière, 3 en avant, direct. Comme la chanson. Un pas en arrière. Direct. Il faut vendre, il faut récupérer l'argent pour montrer aux banques qu'on est plus que solvable et responsable de ces investissements. Et il faut racheter. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que les banques sont beaucoup plus compliquées qu'avant. Et qu'elles demandent quelquefois que l'on mette les frais de notaire, par exemple, etc. Ou un pourcentage, 10% ou 20% de la somme. Donc, il faut avoir l'argent. Mais moi, ce que je fais quand on me demande ça, à la banque, je leur explique gentiment que je suis complètement d'accord avec eux, que je veux bien mettre l'argent, mais pas dans l'immobilier. Je mettrai l'argent sur un compte d'assurance vie. Comme ça, ils me prêtent 100% et moi, je garde l'argent de l'assurance vie. Parfait. Je gagne sur les 2 tableaux. Et le jour où il y a un problème, tac, je peux dégager l'assurance vie en parlant avec la banque. Du moment qu'on a déjà amorti le bien, l'assurance vie ne doit plus être nantie, quoi. Ça ne sert plus à rien. Donc, les banques le comprennent bien, on remet les contrats à zéro. Et c'est reparti, vous reprenez votre argent. Tu as déjà fait des nantissements ou du crédit lombard, toi? Oui, absolument. Le crédit lombard ne se fait que dans une seule... Tu peux réexpliquer ce qu'est le crédit lombard pour ceux qui ne connaissent pas aussi? Le crédit lombard, c'est une avance en fait d'argent par la banque à une seule condition, c'est qu'on ait une assurance vie et on vous prête immédiatement à 2 ou 3% in fine, c'est-à-dire qu'on ne rembourse que les intérêts, donc de 60-70% de la somme de votre assurance vie que vous avez sur votre compte. En banque, tout simplement. C'est une avance. Il existe également les avances simples sur assurance vie également, fait par les assureurs, qui correspond pareil au crédit lombard. Mais le crédit lombard, l'intérêt, c'est qu'il est renouvelable d'année en année, c'est-à-dire que tant que tout se passe bien, on garde l'argent, on fait ce qu'on veut. Et tu l'as appliqué régulièrement, que de temps en temps? Plusieurs fois quand j'avais des contrats d'assurance vie, pour avoir justement de la liquidité et garder mon assurance vie. Comme ça, je joue sur les 2 tableaux. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet de levier dans un investissement. Parce que c'est dur de gérer la trésorerie, la liquidité. Tu sais, quand tu veux croître, si tu veux toujours lever de la dette, parfois en termes de trésor, ça peut être compliqué. Comment tu arrivé à gérer ta trésorerie, toi? J'ai mis en place des méthodes de cash flow, tout simplement. Comme tu as parlé dans l'épisode, donc on ne va pas y retourner. Mais voilà, de façon à avoir en permanence de l'argent disponible que je n'avais pas avant et que je ne touchais pas. Parce que j'ai toujours vécu avec mes moyens, c'est-à-dire mes moyens de revenus. J'ai jamais vécu d'une manière, on va dire, royale, quoi. Simplement, comme tout le monde, mais par contre, j'ai investi. Je me suis dit, je profiterai de la vie plus tard. Et ben voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je profite pour de bon. Le résultat de 40 ans de travail, c'est beau. Il fallait bien. Et super. Et tu as toujours été dans l'immobilier et je pense que tu as pu t'entourer aussi de personnes qui avaient peut-être investi dans d'autres domaines. Ça t'a jamais attiré par exemple d'aller sur des... Aussi, quand je dis l'immobilier, tu es allé vers des locaux commerciaux, tu as pu en faire pas mal. Est-ce que ça peut être des entreprises aussi, investir dans des entreprises, dans des fonds, etc. Non, pas du tout. Comme j'avais pas de moyens, j'ai investi à la hauteur de mes moyens. Ça n'est rien du tout. Petite chambre, petite surface, le moins cher possible.
Et là, c'est là que je me suis aperçu que la rentabilité, elle était au maximal, quoi. Vraiment bien supérieure, avec des studios, avec des petites surfaces que des grandes surfaces. Donc je suis resté dans le système là, et je l'ai amélioré en permanence pour devenir vraiment bon, quoi, dans ce système, et ça m'a bien réussi. Donc je me suis vraiment spécialisé dans ce que je savais faire, et je n'ai pas regardé ailleurs, je ne me suis pas donc dispersé. Et de cette manière-là, eh ben, ma foi, j'ai acquis autant avec des petits appartements que quelqu'un qui achète des entreprises, quoi. Donc rester focus. Et typiquement la bourse, pareil. Pour toi, la bourse, parfois tu te disais pas, parce que je connais des investisseurs qui n'ont pas forcément de fonds, ils lèvent de la dette et ça leur permet de passer de 0 à 100 000 euros. Et après ces 100 000 euros, ils les placent en bourse pour que ça soit 100% passif. Parfois, l'immobilier, on dit que c'est un investissement passif. On est d'accord que c'est pas 100% passif. Il y a quand même un peu de travail derrière. Qu'est-ce que tu en penses Alors c'est très simple. Après avoir étudié au fur et à mesure de mes expériences l'immobilier, je me suis aperçu que l'immobilier, il doublait pratiquement tous les 10 ans. Et que depuis 1600, il avait pris 30 000 fois la mise, et depuis 1900, 10 000 fois. 10 000 Bon, naturellement, il faudrait être centenaire, hein, 1900. Mais si vous faites le ratio, la bourse, elle ne va pas vous rapporter ça. Et de loin. Et l'immobilier, de toute façon, ça s'autopaye. La bourse, vous êtes obligé d'avoir de l'argent d'avance. Exactement. Mais là, je n'ai pas besoin d'argent, puisque la banque me le prête. Donc, je le fais sans rien. On peut dire que j'ai investi sans un centime, sans rien. Je suis devenu millionnaire avec rien. Moi, je trouve ça magique, quelque part. C'est un joli tour de magie que j'ai fait et qui a réussi. Et c'est incroyable parce que là, quand nos amis, on leur dit qu'on a investi, chaque fois ils nous disent oui, mais il faut de l'apport. Et dans l'imaginaire collectif, il faut de l'argent pour faire de l'argent en immobilier. Qu'est-ce que tu peux leur répondre à ces gens-là? Qui connaissent rien, qu'ils ont qu'à regarder les vidéos qu'on fait. Exactement. Et ils vont apprendre rapidement. Malheureusement, c'est pour ça que je donne des cours de formation, c'est pour justement aider des gens qui n'y croient pas trop, mais qui ont la niaque et qui voudraient à le faire pour de bon. Et ça marche. Il n'y a pas besoin d'argent pour investir, il y a besoin d'un bon dossier. T'en es la preuve, même Gilles, à son échelle, en est la preuve, même moi, on en est la preuve. Et c'est vrai que, tu vois, même nous qui avons investi à une certaine échelle, on a besoin encore de se former, tu vois. Et c'est pour ça que le fait d'être avec toi, ça nous motive vraiment et on a même envie de se former avec toi et de prendre un accompagnement parce qu'on sait que peu importe le niveau où on est, il y aura toujours des nouvelles problématiques. Et il y en a certains, ils veulent acheter leur premier bien, il y a certains problèmes. Mais quand tu as 10 biens, par exemple, tu as d'autres problèmes quand tu veux essayer de scaler. Est-ce que tu accompagnes les gens aussi en fonction de leur niveau, c'est-à-dire s'ils sont au tout début, s'ils sont à milieu intermédiaire ou s'ils ont levé, par exemple, le million en brut, bien sûr? Alors moi, ce que je préfère, c'est accompagner ceux qui n'ont rien. Parce que là, c'est un vrai challenge. Parce que je le vois. Je vois l'évolution. Celui qui a déjà, il connaît un petit peu. Il a besoin juste de se rassurer un peu plus et puis d'avoir d'autres techniques, etc. Bon, bah voilà. Mais il a déjà avancé tout seul. À la limite, s'il n'est pas bête, il lit, il visionne des vidéos, il lit des livres, il va se mettre au point. Mais un petit jeune qui connaît rien du tout, là, c'est bien, quoi. Je veux dire qu'il y a tout à apprendre. Et quand on n'a rien à perdre. Donc c'est beaucoup plus simple. Et ce qui est très dur aussi, c'est qu'on est tous entourés de familles souvent qui nous poussent à aller directement en CDI, que c'est pas bien d'acheter, d'investir dans l'immobilier, qu'il faut plutôt acheter une maison, y vivre toute sa vie, fonder une famille, avoir un labrador et derrière c'est surtout ça en fait la pensée limitante. Et je sais que moi j'étais un petit peu comme ça, où ma famille m'a poussé aussi à faire ça et au final c'est avec Mathéo où on s'est posé sur l'investissement et qu'on a réussi à sortir du lot. Mais tu dirais quoi à ces personnes-là qui sont peut-être... J'appelle ça l'avocat du diable. Tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est simple, la famille, ils n'ont pas les mêmes réflexes que vous s'ils n'ont pas investi avant dans l'immobilier et vos parents, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur pour vous. Ils vont avoir peur que vous gâchiez tout et que vous ne réussissiez pas votre vie, que vous ayez les fameux incidents qui peuvent arriver, qu'on ne paye pas le loyer, mais ils ne sont pas au courant qu'il existe des assurances qui payent le loyer en cas d'incident. Voilà, par exemple, ils ont l'impression que vous allez vous endetter et vous endetter de trop. Mais c'est compréhensible. Pourquoi? Vous prenez vos parents qui ont eu un métier où ils gagnaient 1 500, 2 000 euros par mois.
Quand ils ont payé toutes leurs charges, tout, le loyer, les vacances, les enfants, l'école, le cartable, la nourriture, qu'est-ce qui reste à la fin du mois? Il leur reste 100, 200, 300, 400 euros, ils vont les mettre de côté, d'accord. Mais au bout de 10 ans qu'ils mettent ça de côté, qu'est-ce qu'ils ont? 50 000 euros. Et vous, là, 20 ans, vous arrivez et paf, vous empruntez 150 000 euros d'un coup. Les petits cons. Ils n'ont jamais eu ça de leur vie. Eux, ils ont mis 10 ans pour économiser 50 000 euros. Leur rêve, c'est d'acheter une maison. Ils vont le faire maintenant. C'est bon, ils ont l'apport pour le faire. Et vous, pof, 100 000 euros à crédit, comme ça, 100%, sur un truc que vous n'allez même pas habiter dedans et vous allez le louer en plus. Eh ben, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas adaptés pour comprendre ce type de situation. Pas tous, naturellement, mais c'est à vous à les comprendre, ces cas-là. Et donc, ils vont tout faire pour vous décourager. Quoi? Ils vont tout faire pour vous donner leur opinion, qui va être négative. Donc, moi, je n'ai jamais écouté ni mes parents, ni mes sœurs, ni mes amis. J'ai toujours été de l'avant, tout seul. C'est très simple. Mes parents m'ont découvert que j'avais de l'immobilier quand je suis passé à la télé dans l'émission Capitale. J'en avais pas parlé avant. Ils savaient que j'avais de l'immobilier, mais ils ne savaient pas quoi. Voilà. Je suis resté discret. Comme ça, personne ne m'a critiqué et j'ai pu avancer. Ça saoule d'entendre les gens qui vous disent « Oui, tu prends des risques. Oui, mais moi, à ta place. » Mais oui, mais peut-être pas à ma place, justement. Moi, à ta place. C'est moi qui suis à ma place. On ne pense pas pour moi. On n'agit pas pour moi. J'agis pour moi-même. Je sais que moi c'est pareil, au tout début j'en ai pas parlé à mes parents parce que je savais qu'ils n'avaient pas forcément la réponse à mes problèmes et surtout, enfin à mes... peut-être tu veux pas qu'on utilise problème mais je le dirai cette fois-ci, à mes problèmes. Et c'est vrai que je leur ai dit que beaucoup plus tard. Tu te sentais pas seul parfois le fait de le dire à personne? Est-ce que tu t'étais entouré d'autres investisseurs ou tu étais vraiment solo à l'époque? Eh ben, j'étais solo. Alors pour la petite histoire, mon père, j'en avais parlé à ma mère aussi, et mon père m'a carrément écrit une lettre. Ouais. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu vas faire? Est-ce que tu es vraiment sûr de ce projet qui me semble insensé? Ouh là là Donc j'ai dit, écoute, c'est très simple, je vais acheter 2-3 petites bricoles, juste, et puis je vais prendre une place dans la sécurité à la Grande Arche de la Défense, ouh là là, comme gardien. Voilà, il était sécurisé, il était content. Il n'a pas su, j'achetais, terminé. Alors maintenant, de mes seuls interlocuteurs qui étaient au courant de ce que j'achetais, il y en avait, oui. C'était les agents immobiliers. Et les banquiers? C'est tout. Putain, c'est ouf. Ouais. C'est pas ouf, c'est une technique qui paye Ouais. également et qui évite d'avoir de la jalousie. Parce que au début, on s'inquiète soi-disant pour vous, mais quand vous réussissez, on s'inquiète plus, on vous jalouse. Et on vous regarde, on serait bien content si vous trébuchez. Parce que ça mettrait de l'eau à leur moulin, dire « Ah, bah tu vois, je l'avais dit. J'avais raison. Ah, bah j'avais raison. » Et en attendant, j'avais raison, il n'a toujours rien fait, lui. Ben, nous, on fait. Voilà. Tu as connu beaucoup de jaloux en Oui. France? Parce que la France, j'ai l'impression qu'on a un vrai problème à parler d'argent. Moi, je sais que j'ai aucun problème à parler d'argent, mais avec certains amis ou certaines personnes, je ne vais pas en parler parce que je sens qu'ils sont gênés, qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Est-ce que tu t'es éduqué financièrement au fur et à mesure? Comment tu t'es éduqué financièrement, toi? Et qu'est-ce que tu en penses de la jalousie en France? Alors, la jalousie, c'est un immense problème en France où, en fait, les gens regardent leurs voisins. D'ailleurs, quand on regarde les périodes de conflit, c'est les périodes où il y a eu de plus de dénonciations. Et ça, on l'oublie. Hein. Et ça, on l'oublie. Et quoi, la dénonciation? C'est de la jalousie. Chacun sa gamelle. Hein. Il faut s'occuper de soi-même. Il ne faut pas s'occuper du voisin. Il y a une phrase pour ça où l'on dit « Pourquoi veux-tu enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin alors que toi, tu as une poutre de son œil ?» C'est ouf. Et c'est intéressant parce que je sais que j'avais déjà fait une signature d'un bien où, quand on regarde à qui ça appartenait, le titre de propriété, ça commençait qu'à partir de 1945. Et sur Paris, tu as plein de titres de propriété qui commencent qu'à partir de 1945. Et ce qu'on m'avait raconté, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a plein de juifs qui ont été déportés et tu as des Parisiens qui en ont profité pour récupérer les biens et ensuite les avoir dans leur patrimoine. Ah, il y a eu plein de malversations, c'est sûr. Au niveau des œuvres d'art également, des confiscations qui n'ont jamais été rendues. Ça a commencé par les Allemands, hein, qui eux-mêmes sont venus avec des trains entiers vider les musées. Hein. Avec les Rothschild aussi, la maison Rothschild, vous avez pris cher. Tout le monde a pris très cher. Et donc la jalousie,
c'est vraiment la chose qui tue, quoi, le plus. Voilà. Donc, pour pas qu'il y ait de jalousie, le mieux, c'est de pas en parler. Et on fait sa route tout seul, on est monsieur tout le monde. Moi, j'étais gardien de parking, hein, à 1 250 € par mois. Je pouvais pas rendre jaloux quelqu'un et j'avais déjà 20, 30, 40 apparts. Et pour toi, t'es plus team comme la famille Mullier, vivons heureux, vivons cachés. Et en fait, on est dans une génération où on hésite, en effet, à vivre heureux, enfin, vivons heureux, vivons cachés, et en même temps à démocratiser, parce que c'est vrai que ça rend fou, parfois, le fait que les gens ne comprennent pas ça, alors que c'est assez simple, hein, on n'est pas plus intelligent que la moyenne. Pourquoi, à quel moment tu t'es dit, ok, maintenant j'arrête de vivre caché, et je démocratise ça à travers des formations, des vidéos, etc. À quel moment t'as eu un switch? Alors, le switch, il s'est passé le jour où j'ai la 6 qui m'a contacté pour faire une émission Capitale. Comment ils t'ont contacté? Comme ça, un hasard. Ils avaient cherché des propriétaires et ils m'ont dit, voilà, on voudrait faire une émission pour vous, sur vous, parce que vous avez beaucoup de biens. Je lui ai dit, écoutez, non, je ne veux pas faire d'émission, sinon ce sont les impôts qui vont Et souvent, me faire un contrôle fiscal, d'ailleurs, qui m'ont fait. Non. C'est vrai? Ah ouais. Bien sûr, 15 jours après l'émission. 15 jours après? Oui, et c'est là où Emmanuel Chin, c'était lui le présentateur à l'époque de la 6, m'a dit, mais monsieur Grimm, vous vous rendez pas compte, vous êtes un des plus gros propriétaires en France. Je lui ai dit, mais non, il y a des sociétés, il y a le groupe AXA, il y a des assurances, ils ont des immeubles immenses. Il me dit, non. En tant que particulier, vous êtes un des plus gros. Les autres sont des sociétés. Ils ont acheté avec des levées de fonds. Vous avez acheté sans rien, quoi. Et vous représentez un truc incroyable. On veut faire une émission sur vous. À partir de ce moment-là, je suis devenu public. Donc, je me suis plus caché. J'étais même fier, du coup, de montrer ce que j'avais fait. C'est là que je me suis aperçu, quand même, que je me dis, tiens, mais oui, j'ai réussi quelque chose, là, quand même. Maintenant, c'est le moment d'en profiter aussi. Donc, en avant, quoi. Et donc, je me suis jeté à l'eau, j'ai fait l'émission, et puis après, écoute, il ne s'est rien passé de mal, personne ne m'a jalousé, à partir de ce moment-là, parce que tout le monde a compris que j'avais commencé vraiment avec rien, que je m'étais vraiment sali les mains, et que ce que j'avais fait, je le méritais, tout simplement, et les gens vraiment, on ne va pas dire les plus pauvres, mais les moins nantis, quoi, venaient me voir, souvent, quand j'avais même l'agence, après, parce que j'ai quand même encore l'agence immobilière, ils disaient, monsieur Grimm, vraiment, ce que vous avez fait, c'est vachement génial, j'espère un jour faire comme vous. Donc voilà, ça veut dire que à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu de jalousie. Il y a de la jalousie quand on ne comprend pas, en fait. C'est vrai. Et là, les gens ont compris que j'étais vraiment comme eux, pareil, et que j'en avais bavé comme eux, ils en bavent aussi, et que je m'étais retroussé les manches, et que, ma foi, à chaque jour sur la beurre, et que ça avait fonctionné comme ça. Donc maintenant, je peux me montrer, je m'en fiche. D'ailleurs, dans le quartier, tout le monde me connaît, plus ou moins, on me dit bonjour, personne ne me jalouse, tout le monde est bien content. Et parce qu'ils ont vu aussi que tu l'avais fait tout seul. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'en effet, les jaloux, la première chose qu'ils vont faire, c'est donner des raisons à la réussite en disant ah mais il a reçu forcément de l'argent, ça c'est impossible qu'il ait levé autant d'argent tout seul, ça c'est irréel, etc. Et juste le simple fait de montrer que si t'avais pas eu une famille qui t'a donné 2 millions d'euros sur la table, ça aurait été mieux. Mais je l'aurais pas fait, j'aurais pas fait ça. Ça aussi, c'est autre chose. J'aurais été dépenser l'argent, sans doute. Donc, d'ailleurs, on le voit bien pour les gens qui gagnent au loto, souvent, 5-6 ans plus tard, ils sont ruinés, quoi. Ils sont vraiment malades après, quoi. Le piège de l'argent facile. Oui. Donc là, c'est pas du tout de l'argent facile. Je pense que beaucoup de téléspectateurs à l'époque, et maintenant d'internautes, parce que la télé maintenant, c'est YouTube, c'est la toile a changé, quoi. C'est l'ordinateur, le téléphone, ont compris ça. Et ils l'ont tellement bien compris qu'il y en a plein qui veulent aussi le faire. Voilà. Et ça, je l'encourage encore à tout le monde à investir. Si vous voulez faire un complément de retraite, aujourd'hui, il ne faut pas penser que c'est vos retraites qui vont vous nourrir plus tard. L'État a besoin d'argent, il viendra donc piocher là où c'est facile. Dans l'immobilier, parce qu'on ne peut pas décentraliser un immeuble, et dans les retraites, parce que les retraités, ils n'ont plus rien à dire, ils sont pieds et poings liés avec ce qu'on va leur dire. D'ailleurs, quand il y a des manifestations, on ne voit jamais leurs retraités dans la rue. Les gens qui ont 80 ans, ils aspirent à une tranquillité. Donc, on va leur rogner leur argent. Donc, moi, mon souhait, c'est que tout le monde ait 2 ou 3 petits studios qui louent, que ça tourne en permanence. Il y aura toujours des étudiants, il y aura toujours des jeunes qui ne pourront pas acheter dès le début, qui pourront acheter quand ils auront 30 ans, qui prendront la suite et la relève, et ainsi de suite.
Et chacun aura comme ça un complément de retraite qui se sera fabriqué lui-même. Moi, je trouve que c'est hyper positif quand on fabrique soi-même sa retraite, par exemple, comme ça. On se sent mieux, on est content de ce qu'on a fait, on avance positivement. Responsabiliser les Français. Et qu'est-ce que tu en penses de tous ces formateurs immobiliers qui pullulent sur Internet? Tu vois ça positivement parce que ça permet au final de démocratiser l'investissement immobilier, ou tu vois ça comme des personnes qui en profitent de vendre du rêve pour vendre des formations ou des accompagnements très très chers, alors qu'au final c'est que du marketing, ils ont quasiment pas fait d'immobilier? Alors il y en a plein qui m'ont copié, naturellement. Tu as des noms? Non, je ne donnerai pas de nom. Il y en a plein qui m'ont copié sur mes formations, qui essayent de faire la leur, mais je me suis aperçu que souvent, dans ces formateurs immobiliers, ils n'avaient pas d'immobilier, eux. C'est souvent le cas. C'est même arrivé une fois, une personne qui faisait de la colocation, elle en avait pas de tout, elle donnait plein de conseils là-dessus, elle gagnait sa vie comme ça. Oh. Et donc, voilà, quoi. Je me suis dit, tiens, ils parlent de choses qu'ils connaissent par rapport aux autres, mais qui ne font pas eux-mêmes. Et oui, si on arrivait à avoir un listing de tous les formateurs et qu'on leur demande leur patrimoine, j'aimerais bien le comparer au mien, pour voir ce que ça donne. Et je suis sûr que j'aurai beaucoup de clients après. Ça, je suis sûr. Certains. Bah, c'est sûr. Ouais. C'est impressionnant quand même. Bah oui, et surtout que parfois ils donnent pas les bons conseils, ces personnes-là. C'est des personnes qui n'ont pas énormément d'expérience, donc tout ce que tu as vécu, etc., elles ne l'ont pas forcément vécu. On peut pas l'inventer. Vous savez, des petites présentations à chaque fois. Des trucs techniques, et puis voilà. Du cash flow, mais oui, mais comment? Il faut donner des techniques pour faire du cash flow. D'ailleurs, dans les formateurs actuels, je vais poser une seule question. Qui de vous, messieurs, qui faites de la formation, mais c'est bien de faire la formation aussi, qui de vous, qui donnez des conseils, a dormi pendant des années avec le Lefebvre, avec le guide fiscal Lefebvre, fiscal, pour apprendre toute la fiscalité et pas se planter et pas avoir de croche-pied? Qui a fait ça? Qui? Dites-le moi. Personne. Eh bien, aucun. Rien que ça, c'est important. Incroyable. Tout est important. T'as d'autres questions, Gilles? Ouais, je peux savoir, les personnes que tu as accompagnées en général, ils ont quel âge? C'est souvent des jeunes, t'as de tout? Alors, le plus jeune, 20 ans. Aujourd'hui, il a 40 appartements. C'est beau. Wow. Il a quel âge là maintenant? Quel âge là? 25. Quoi? 40 appartements, 40 appartements à 25 sur Paris? Ouais, un peu partout, dans son coin où il habite. Et on l'appelle le petit malin de l'immobilier. Je crois même qu'il en a 55. Et je vois très bien qui c'est un breton, non? Oui. Oui, il est très fort lui. Bien sûr, il est devenu très bon. Et c'est le but, hein. De toute façon, le but, l'élève doit dépasser le maître un jour. Et d'autres, moyenne d'âge, 28 ans, 29 ans, ceux qui ont déjà mis un petit peu d'argent de côté, qui ont 10 000 euros, 15 000 euros, voilà, et qui se sont aperçus qu'il fallait investir pour s'en sortir, et qu'ils en avaient l'âge et que c'était l'heure. Et oui, et tous ceux que j'ai accompagnés aujourd'hui, je dis bien tous ceux, sont devenus millionnaires, en dette, soit, mais millionnaires. C'est beau. Je pense qu'on va s'arrêter là. Où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi ton actualité là pour les prochains mois à venir? Cinéma, je suis au Festival de Cannes où je travaille et je suis coproducteur avec Samina Seri, que tout le monde connaît bien naturellement pour tous ces films qu'il a fait, dont Taxi, on était jeunes. dont on est très amis et bon, on est une bonne équipe soudée. Et je suis également acteur, du coup. Au lieu d'être acteur dans l'immobilier, me voici acteur sur la toile. T'as la voix pour en plus. Oui. Peut-être. Merci beaucoup Gilles, encore une fois pour ton temps. Et on se dit à très vite. Le podcast sur Homeboys va bien sortir très rapidement. Donc n'hésitez pas à écouter. Ça va être 2 heures vraiment de conseils hyper pertinent et d'histoire aussi. Donc je vous donne rendez-vous sur le podcast pour suivre la suite de l'aventure avec des conseils de Gilles, et vous aurez les 2 Gilles en exclusivité. Pour le prix d'un. C'est pas mal non plus. Bah oui, toujours. Félicitations.